Salut à toi, prêt pour une nouvelle plongée. Carrément. J'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Aujourd'hui, on explore un classique du développement personnel, tu connais sans doute. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ah oui, un incontournable, Sia. On va se concentrer sur les chapitres 3, 4, 5 et 6 en s'appuyant sur un extrait audio. Tu peux le retrouver sur YouTube si tu veux l'écouter en même temps que nous. Super idée. Ça permet vraiment de s'imprégner des idées de Hill. Exactement. Et puis on ne va pas se contenter de résumer les bases, on va essayer d'aller plus loin, d'en extraire la substantifique moelle pour toi, quoi. J'adore cette expression. À l'essentiel, c'est ce qui est le plus important. Tout à fait. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement le concept central du livre? Bien sûr. En gros, Hill nous dit que nos pensées peuvent être transformées en richesse, en succès, en tout ce que l'on désire. Ok, mais comment ça marche concrètement? Hmm. On entend souvent dire que l'on est ce que l'on pense, mais comment passer de la pensée à la réalité? C'est là que les chapitres qu'on va explorer aujourd'hui entrent en jeu. Hill nous donne des outils, des méthodes pour concrétiser nos pensées et nos désirs. Parfait. Commençons par le chapitre 3 et l'autosuggestion. Comment Hill définit-il ce concept qui? Pour Hill, l'autosuggestion est comme un pont entre le conscient et le subconscient. En gros, c'est la capacité de notre esprit à influencer notre réalité en programmant notre subconscient. D'accord, donc on se répète des affirmations positives en boucle et hop, le tour est joué. Pas si simple? Attention, il ne s'agit pas de réciter des phrases comme un perroquet sans y croire. Oui, j'imagine. Il faut y mettre de l'émotion, de la conviction, visualiser le résultat souhaité pour que l'autosuggestion fonctionne vraiment. C'est là que l'anecdote sur la formule d'Émile Coué prend tout son sens, n'est-ce pas? Répéter tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, sans y croire, ça ne sert à rien. Exactement. Perroquet propose une méthode plus concrète. Il nous dit d'écrire la somme d'argent qu'on souhaite obtenir, de la visualiser, de s'imaginer déjà en position de cette somme et de répéter cette affirmation chaque jour avec une conviction profonde. On sent que la persévérance est importante. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Mais dis-moi, est-ce que cette technique d'autosuggestion est limitée à l'aspect financier? Non, pas du tout. L'autosuggestion peut s'appliquer à n'importe quel objectif du moment qu'il est en accord avec les principes éthiques, bien sûr. Le plus important, c'est la clarté de l'intention et la force de la conviction. D'accord. Donc l'autosuggestion nous aide à puiser dans nos ressources intérieures pour atteindre nos objectifs. Mais que faire si on manque de connaissances pour atteindre ces objectifs? Heureusement, le chapitre 4 nous éclaire sur la question de la connaissance spécialisée. Il fait une distinction importante entre la connaissance générale et la connaissance spécialisée. Oui, il insiste beaucoup là-dessus. Pour lui, la connaissance spécialisée est essentielle pour réussir. Prenons l'exemple d'Henry Ford. Il n'avait pas beaucoup d'éducation formelle, Ah oui, c'est vrai. mais il est devenu un expert dans son domaine, l'automobile. C'est un excellent exemple. Mais comment acquérir cette fameuse connaissance spécialisée? Est-ce qu'il faut retourner à l'école? Pas forcément. Hill identifie 5 sources principales de connaissances spécialisées. L'expérience personnelle, la collaboration avec des experts, les institutions éducatives, les bibliothèques et les formations spécialisées. Bref, il y a l'embarras du choix. On voit qu'il y a plein d'options. Mais une fois qu'on a cette expertise, comment la faire connaître? On peut être un génie dans son domaine, mais si personne ne le sait. Tu as raison. Il nous dit qu'il faut savoir vendre ses compétences. Il donne l'exemple d'un comptable qui a vu ses revenus exploser après avoir embauché quelqu'un pour créer des supports marketing percutants. C'est une bonne leçon. Parfois, un petit coup de pouce marketing peut faire toute la différence. Un autre exemple que j'aime bien, c'est celui de Dan Halpin. Il a gravi les échelons très vite en planifiant sa carrière et en mettant en avant ses compétences. Il a compris qu'il fallait se positionner stratégiquement dès le départ. Exactement. Hill nous encourage à être proactifs, à prendre notre carrière en main. Attendre que les opportunités se présentent, c'est risqué. Il faut les créer, les provoquer. Et pour ça, l'imagination est un outil essentiel, n'est-ce pas? Le chapitre 5 est consacré à ce sujet. Il décrit l'imagination comme l'atelier de l'esprit, l'endroit où les désirs prennent forme. C'est une très belle image. Hill distingue 2 types d'imagination. La synthétique, qui combine des idées existantes, et la créative, qui génère des idées totalement nouvelles. C'est intéressant. Avec le numérique, on pourrait ajouter une troisième catégorie. L'imagination numérique, qui utilise les technologies pour créer de nouveaux concepts et de nouveaux mondes. Tout à fait. C'est fascinant de voir comment l'imagination continue d'évoluer avec les nouvelles technologies. Tu parles d'évolution. L'histoire de Coca-Cola est un excellent exemple de la puissance de l'imagination, non? À partir d'une simple boisson, une immense fortune a été créée. Oui, c'est un exemple classique, mais il y en a beaucoup d'autres.
Prenons l'histoire du docteur Frank Gonsolos, qui voulait créer une université. En se focalisant sur son désir et en prononçant un sermon puissant intitulé « Ce que je ferais si j'avais 1 million de dollars », il a réussi à obtenir les fonds nécessaires. Waouh, incroyable. C'est la preuve que la visualisation, la foi et l'action peuvent vraiment déplacer des montagnes. D'accord, on a l'objectif, on le visualise, on y croit. Mais il faut aussi passer à l'action. C'est là que le chapitre 6 entre en scène avec l'importance de la planification organisée. Exactement. Il insiste sur le fait qu'il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Et pour agir efficacement, il faut un plan. Et c'est là que le concept de mastermind entre en jeu, n'est-ce pas? Tout à fait. On y reviendra plus en détail dans le chapitre 9, mais en gros, il s'agit de s'entourer de personnes talentueuses aux compétences complémentaires pour s'entraider et atteindre ses objectifs. C'est une idée intéressante. On peut faire le lien avec le concept de la connaissance spécialisée. Personne ne peut être expert en tout. Le mastermind permet de combler ses propres lacunes en s'appuyant sur l'expertise des autres. Exactement. Et pour que ce mastermind fonctionne, il insiste sur la nécessité de définir clairement les bénéfices pour chaque membre du groupe. La coopération doit être gagnant-gagnant. Oui, bien sûr. Il faut que chacun y trouve son compte. Mais même avec le meilleur plan du monde, on rencontre forcément des obstacles. Et il rappelle l'importance de la persévérance en prenant l'exemple de Thomas Edison et de ses 10 000 tentatives avant de perfectionner l'ampoule électrique. C'est un exemple qui m'a toujours marqué. Imagine la frustration, l'envie d'abandonner après tant d'échecs. C'est clair. Mais Edison a persévéré. Et c'est ce qui a fait la différence. Exactement. La persévérance est une qualité essentielle pour réussir. Et pour mieux comprendre ce processus de réussite, Hill analyse les qualités d'un bon leader. Il met en avant 11 caractéristiques clés en soulignant le passage d'un leadership autoritaire à un leadership plus coopératif. C'est un point crucial. Le monde change, le leadership doit s'adapter. Un bon leader aujourd'hui doit inspirer, motiver, créer un climat de confiance et d'harmonie au sein de son équipe. Il analyse également les 10 causes principales d'échec en leadership, comme l'incapacité à gérer les détails, le refus de rendre service, la peur de la concurrence. C'est un portrait sans concession des erreurs à éviter. C'est une invitation à l'introspection, à l'analyse de nos propres forces et faiblesses pour devenir de meilleurs leaders. On pourrait dire que c'est un exercice d'autosuggestion appliqué au leadership. Oui, tout à fait. Bon, on a vu comment l'autosuggestion, la connaissance spécialisée, l'imagination et la planification organisée s'articulent pour atteindre le succès. Mais Hill ne s'arrête pas là. Il souligne également l'importance du contexte économique et social. Il est important de comprendre le système dans lequel on évolue, d'en analyser les forces et les faiblesses pour agir de manière éclairée. Tout à fait. On a couvert beaucoup de terrain dans cette première partie. Avant de passer à la suite, dis-moi, parmi tous les concepts abordés aujourd'hui, lequel te parle le plus et pourquoi? Ah, C'est difficile de choisir, il y a tellement d'idées intéressantes dans ces chapitres. oui, c'est vrai. Chacun peut trouver des éléments qui résonnent avec sa propre expérience, ses propres aspirations. Ce qui me fascine, c'est cette vision globale de la réussite que propose Hill. Oui, il ne se limite pas à l'aspect matériel. Exactement. Il nous encourage à nous développer sur tous les plans, intellectuel, émotionnel, spirituel. C'est une approche holistique, en quelque sorte. Tout à fait. Et ça me parle beaucoup. Moi aussi. Et si on parlait de l'importance de l'action, il consacre une grande partie du chapitre 6 à ce sujet. Visualiser, c'est bien, mais il faut aussi passer à l'action, n'est-ce pas? Absolument. Hill est très clair sur ce point. Il ne suffit pas de planifier, de rêver, d'imaginer. Il faut mettre son plan en œuvre, passer à l'action concrète. On en revient à cette fameuse persévérance. On l'a déjà évoqué avec l'exemple de Thomas Edison et de ses 10 000 tentatives avant de perfectionner l'ampoule électrique. Imagine un peu le découragement, la frustration, l'envie d'abandonner. Oui, c'est impressionnant. Il faut une sacrée dose de persévérance pour continuer après tant d'échecs. C'est clair. Mais Edison a persévéré, et c'est ce qui a fait la différence. Exactement. C'est une leçon importante pour nous tous. Oui, la persévérance est une qualité essentielle pour réussir, dans tous les domaines. Tout à fait. Et on ne peut pas toujours tout faire seul. Il nous encourage à nous entourer de personnes compétentes, à former un mastermind, comme il dit. Est-ce que tu penses que c'est indispensable pour réussir Healer? Je pense que c'est un atout considérable, oui. On ne peut pas tout savoir, tout faire, tout contrôler. On a besoin de l'aide, du soutien, des conseils d'autres personnes. C'est vrai. Le mastermind permet de réunir des talents complémentaires, de créer une synergie qui nous permet d'aller plus loin, plus vite. Et comme on l'a vu précédemment, il est important de définir clairement les avantages pour chaque membre du groupe. La coopération doit être gagnant-gagnant. Tout à fait. Il ne s'agit pas d'exploiter les autres, de les utiliser pour arriver à ses fins. Il s'agit de créer une alliance solide basée sur le respect, la confiance mutuelle et des objectifs partagés.
Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de l'importance de l'action, de la persévérance, de la collaboration. Mais est-ce que Hill aborde la question de l'échec? Après tout, on ne peut pas toujours réussir du premier coup. Bien sûr, Hill ne nie pas la réalité de l'échec. Ah non. Non, au contraire. Il le voit comme une opportunité d'apprentissage. Il nous invite à analyser nos erreurs, à les voir comme des étapes nécessaires sur le chemin de la réussite. C'est intéressant comme approche. On a souvent tendance à voir l'échec comme une fin en soi, alors qu'il peut être un formidable tremplin. Mais comment apprendre de ses erreurs? Comment transformer l'échec en une force? Hill nous encourage à adopter une attitude analytique et constructive face à l'échec. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, de se flageller, mais plutôt de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, d'identifier les points à améliorer et d'adapter sa stratégie en conséquence. C'est une vision très positive de l'échec. Oui, l'échec fait partie du processus. Il ne faut pas en avoir peur. On pourrait dire qu'il s'agit de transformer l'échec en une source d'apprentissage, en un moteur de progrès. Exactement. Et pour progresser, il est important de développer ses qualités de leader. Hill met en avant l'importance d'inspirer, de motiver, de créer un climat de confiance au sein de son équipe. On a déjà évoqué ce passage d'un leadership autoritaire à un leadership plus collaboratif. Mais concrètement, comment devenir un meilleur leader? Hill nous donne quelques pistes. Il souligne l'importance de l'écoute, de la communication, de la délégation, de la responsabilisation. Un bon leader n'est pas celui qui donne des ordres, mais celui qui sait accompagner, encourager, donner à chacun les moyens de s'épanouir. Et il met aussi en garde contre des travers qui peuvent mener à l'échec du leader. L'incapacité à gérer les détails, le refus de rendre service, la peur de la concurrence des subordonnés. Oui, il dresse un portrait assez complet des défauts qui peuvent nuire à notre leadership. C'est une invitation à se remettre en question, à identifier ses points faibles pour les améliorer. On a vu l'importance de l'action, de la persévérance, de la collaboration, de l'analyse de l'échec, du leadership. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous invite également à observer le monde qui nous entoure, à identifier les opportunités qui se présentent. Il met en avant plusieurs domaines qui ont besoin d'un nouveau leadership et où de nouvelles opportunités se profilent. La politique, la banque, l'industrie, la religion, le droit, la médecine, l'éducation, le journalisme. Il nous encourage à être attentifs aux changements, à anticiper les besoins futurs pour saisir les opportunités qui se présenteront. C'est intéressant. On voit que Hill ne se contente pas de nous donner des conseils de développement personnel. Il nous encourage à être des acteurs du changement, à contribuer à l'évolution de la société. Mais comment identifier ces opportunités? Comment savoir où investir son temps et son énergie? Il nous encourage à analyser les tendances, à identifier les besoins émergents, à observer les innovations qui se développent dans différents domaines. Il nous invite à être curieux, à sortir de notre zone de confort, à explorer des territoires inconnus. Tout à fait. Il faut être proactif, aller chercher l'information, se tenir au courant des dernières avancées. Et si on parlait de l'aspect financier, comment Hill aborde-t-il la création de richesses? Hill analyse les avantages du système capitaliste, en soulignant que la richesse se crée grâce à la production de biens et de services utiles qui répondent à des besoins réels. C'est un point important. Il ne s'agit pas de s'enrichir au détriment des autres, mais de créer la valeur, de contribuer au bien-être collectif. Exactement. Hill cite de nombreux exemples d'entreprises qui ont réussi en créant des produits et des services qui ont amélioré la vie de millions de personnes. On voit que la réussite financière peut être alignée avec des valeurs éthiques et un impact positif sur la société. Absolument. Et Hill nous encourage à ne pas nous laisser décourager par les obstacles, à persévérer dans nos efforts, à croire en notre capacité à réussir. C'est un message important, surtout dans le contexte économique actuel. On entend souvent dire que c'est difficile de réussir, que les dés sont pipés. Il nous rappelle que les opportunités existent, mais qu'il faut les saisir, les créer, les provoquer. Tout à fait. Hill nous invite à faire preuve d'audace, de créativité, de persévérance et de foi en nous-mêmes pour réaliser nos rêves et contribuer à la construction d'un monde meilleur. C'est un message très inspirant. On voit que Hill ne se limite pas à donner des conseils de développement personnel. Il nous encourage à devenir des acteurs du changement, à prendre notre destin en main. Mais concrètement, quels outils nous donne-t-il pour mettre ces idées en pratique? Hill propose un véritable guide pratique de la réussite. Il nous donne des exercices d'autosuggestion, des méthodes de planification, des conseils pour créer un mastermind, des questions pour l'auto-analyse. C'est intéressant. On pourrait dire que Réfléchissez et devenez riche est bien plus qu'un simple livre de développement personnel. C'est un véritable manuel d'instruction pour ceux qui veulent prendre leur vie en main et réaliser leurs ambitions. C'est une excellente façon de le résumer. Hill nous donne les clés, mais c'est à nous de les utiliser, de les adapter à notre situation et de passer à l'action.
D'accord, on a vu comment Hill nous guide vers la réussite, à la fois personnelle et financière. Mais est-ce qu'il aborde la question des opportunités spécifiques qui s'offrent à nous? Est-ce qu'il nous donne des pistes concrètes pour identifier les secteurs porteurs? Oui, Hill nous encourage à observer les tendances, à identifier les besoins émergents, à anticiper les changements pour être en mesure de proposer des solutions innovantes et de créer de la valeur. Concrètement, quels exemples donne-t-il? Y a-t-il des secteurs d'activité qu'il recommande particulièrement? Hill met en avant l'industrie du divertissement. Elle a créé des fortunes, tu sais. Il rappelle que le cinéma, la radio, la télévision, tous ces médias ont généré des milliards de dollars et ont fait la fortune de nombreux entrepreneurs visionnaires. C'est vrai, on a souvent tendance à associer la richesse à des secteurs plus traditionnels, comme la finance ou l'industrie. Mais le divertissement, c'est un marché énorme. Absolument. Mais Elon estoy sur the future. Et Hill nous invite à ne pas négliger ces opportunités. Il faut explorer de nouveaux horizons, sortir des sentiers battus pour découvrir des sources de richesse insoupçonnées. D'accord. On comprend qu'il faut être attentif aux opportunités, savoir les saisir au vol. Mais est-ce que Hill pense que la réussite est accessible à tous? Ou est-ce qu'il faut des prédispositions particulières pour réussir? Pour Hill, la réussite n'est pas réservée à une élite. Chacun d'entre nous a le potentiel de réussir, à condition de s'en donner les moyens et de s'appuyer sur les bons principes. C'est encourageant. On a parfois tendance à penser que la réussite est le fruit du hasard ou de la chance. Hill nous rappelle que c'est avant tout une question de travail, de persévérance et de confiance en soi. Exactement. Il faut y croire, développer ses talents, cultiver son imagination, ne jamais baisser les bras. Et ne pas avoir peur de l'échec. Oui, bien sûr. L'échec fait partie du processus. C'est une occasion d'apprendre, de se remettre en question, de progresser. En fait, la réussite, c'est un voyage, pas une destination. C'est une belle façon de le dire. Un voyage qui demande du courage, de la détermination, de la persévérance, de la confiance en soi. Et un bon guide. Tout à fait. Et avec Réfléchissez et devenez riche, il nous offre un guide précieux pour nous accompagner sur ce chemin. Exactement. Il nous donne les clés, les outils, les méthodes pour transformer nos rêves en réalité. Il nous encourage à prendre notre destin en main, à devenir les architectes de notre propre succès. Et à ne jamais oublier que la réussite, c'est avant tout une question de choix, d'engagement personnel. On choisit de réussir, on s'engage à donner le meilleur de soi-même pour atteindre ses objectifs. C'est ça, l'esprit de Réfléchissez et devenez riche. Eh bien, voilà qui conclut notre plongée dans ce livre fascinant. J'espère que nos auditeurs auront trouvé cette exploration enrichissante et inspirante. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses hier. Moi aussi, ah oui. Merci pour tes éclairages, tes analyses, tes anecdotes. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet passionnant. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette aventure. On espère que vous avez apprécié ce deep dive et qui vous a donné envie d'en savoir plus sur Napoleon Hill et sa philosophie. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos réflexions. On sera ravis de poursuivre la conversation avec vous. Et en attendant notre prochaine plongée, n'oubliez pas, réfléchissez et devenez riche. À bientôt.